Bienvenue sur IDETA, la chaîne des données et du code. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir accueillir Fabrice, qui est avec nous. Je pense que vous connaissez très bien Fabrice. C'est un étudiant qui vient de terminer son master en sciences informatiques. Il est aussi cofondateur de IDETA et il est aussi le co-initiateur de cette chaîne YouTube. Et donc, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir l'accueillir et l'entendre parler. Donc, merci Fabrice d'être là. Hello, bonjour. Et en tout cas, merci de m'avoir dans cette interview, parce que je voyais aussi les autres interviews qui ont été faites dans cette chaîne. Je m'étais dit que j'allais être le prochain un jour. Et oui, oui, tu as bien deviné. Merci d'être là et surtout pour nous parler de Typer, qui est ton langage de programmation. Avant de commencer ça, on a dit que tu étais un étudiant en master de sciences informatiques, mais quel est ton parcours exactement? Ah oui, alors, je dois avouer que mon parcours est un peu musclé, mais on peut y aller avec l'échauffement. Du coup, j'ai commencé en tant qu'étudiant ici, hein, donc j'ai fait mes études en Suisse. Et je pense que après, ce qui m'avait poussé à entrer à l'université, c'était à une période où j'étais vraiment à fond sur l'ingénierie, mais aussi aller à l'EPFL. Donc, je voulais aller dans la robotique. Oui, c'était bien la robotique du coup. Et peut-être c'était dans un des cours qu'on a eu, je crois que c'était un cours d'informatique, quelque chose comme ça, où j'ai eu mes premiers pas avec la programmation. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ah non, en fait, j'aime bien l'informatique en général, j'aime bien le code. Et en fait, j'allais m'orienter là-dessus. Et donc, finalement, je suis plutôt allé à l'université de Genève. J'avais vu qu'il y avait une filière pour l'informatique, sciences informatiques. On dit que c'était l'informatique, mais c'était majoritairement des maths en vrai. Mais voilà, c'est là où j'ai pu en fait faire mon parcours et donc arriver au master. Ouais, c'est excellent ça. Un parcours vraiment plus dans les sciences informatiques. On a besoin de gens musclés, comme tu le dis. Ça fait plaisir de t'avoir dans l'équipe. Je voulais te poser une question. Il y a une petite particularité à cette vidéo, c'est que tu me parles de Typer, mais ça a été inspiré par ton travail de master. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Qu'est-ce que c'était ton travail de master? Ah oui, juste. Alors c'est vrai que là, je n'ai plus vraiment exactement le titre en entier, mais c'est l'établissement d'un système de type pour les tableaux multidimensionnels. Donc ça, c'était principalement pour R, mais c'est vrai que le prototype que j'ai créé là-bas était plus en fait pour n'importe quel langage qui peut travailler en fait avec des tableaux. Donc R en faisait partie. Euh, et là-dessus, au niveau de ce projet, oui, c'était un projet qui m'avait tenu à cœur parce que si je dois essayer de retracer un petit peu l'historique, c'est vrai que moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé dans ma vie, c'était en fait aussi l'aspect de la logique. Je me souviens d'un cours que j'avais eu je pense au collège. C'était justement un cours de philosophie là où j'avais vu en fait le premier truc dont on avait parlé, les syllogismes, je crois, donc qui était une forme de raisonnement qui pouvait être une erreur de raisonnement. On disait que bon voilà, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est mortel. Donc ça c'est ça c'est le truc un peu simple b.a.-ba. Euh, mais après c'est là où j'ai vu qu'en fait la logique c'est bien plus que ça. Donc la logique booléenne, mais beaucoup de personnes inventent aussi leur système logique, même encore aujourd'hui, hein. Il y en a presque autant que des frameworks JavaScript. Et donc c'est vraiment une histoire, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'après c'est à l'université où j'ai découvert un cours qui s'appelait le cours de sémantique, qui nous a fait en fait voir les langages de programmation comme des objets mathématiques, à même titre que des vecteurs, des matrices, des fonctions. Ben voilà, on pouvait les voir comme des objets mathématiques. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment super cool parce que vraiment, en fait, on a un moyen maintenant d'avoir quelque chose de rigoriste, de prouver et de correct là-dessus. Évidemment, ça va pas nous prouver que forcément tel langage est meilleur qu'un autre, parce que là, il y a encore tout l'aspect humain et tout. Parce que ouais, je pense que certains d'entre vous m'ont vu sortir des vidéos aussi, ou des arguments un peu propre. Ça, c'est complètement vrai, mais c'est vraiment intéressant de voir que, ouais, en fait, les langages de programmation, il y a quand même un lien avec les mathématiques. Donc, tout ton parcours a été pavé par de l'informatique et des mathématiques. Ouais, c'est intéressant à voir. Et peut-être que si on fait le lien avec, justement, bah, ton travail de master qui a essayé de voir justement ce système de type pour les matrices multidimensionnelles et l'application dans R, bah, ça t'a un peu poussé à lancer un projet qui s'appelle TypeR. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus dessus? Oui, c'est parce que c'est vrai qu'après le travail de master, ben, je me suis pas arrêté à là, hein. Donc, j'aime beaucoup aussi faire des travaux en fait qui ne sont pas juste jetables, mais aller plus loin. Et c'est vrai que ça, c'est une initiative qui était venue quand j'avais discuté justement avec Cohen à ce niveau-là. Donc, c'était dans l'une des conférences d'ailleurs.
Non, c'était quelle conférence? C'était en juin, juillet. Bon, les Air Lunch en tout cas, Mhm. dans un Air Lunch. C'est là où justement bah, il m'avait parlé de ce besoin qu'il y avait en fait en termes de système de type, parce que c'est vrai que on le voit pour des outils comme Python, comme Julia aussi, qu'ils intègrent en tout cas un système de type justement, et que euh, c'est vrai que R n'en avait pas spécifiquement un. Heureusement, bon, il y a des systèmes de construction comme pour l'orienter objet avec S3, S4, R6 et tout. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas vraiment un système qui permettait forcément de catcher ou d'attraper les erreurs facilement et en fait d'économiser du temps. Donc il y a beaucoup d'utilisateurs qui peut-être vont se lancer sur Python parce que voilà, hein, l'écosystème c'est beaucoup plus développé. Mais je pense que non, R en fait a cette capacité, a ce potentiel en fait de pouvoir aussi élargir ses horizons, parce que vraiment il est très bon pour les statistiques, aussi très bon pour ce qui concerne les sciences des données, et je pense qu'en fait il suffit juste chacun en fait apporte aussi une partie de sa contribution, parce qu'on a vu beaucoup de contributeurs hein, qui ont fait des choses incroyables, et je pense que dans les 5 10 prochaines années même, R et son écosystème va être incroyable, vraiment. Donc je suis content de mettre ma petite pierre à l'édifice et d'aller de l'avant avec tout le monde. Ah bah c'est excellent. Alors, petite pierre à l'édifice, moi je voyais ça plutôt comme une grosse contribution parce que c'est pas tout le monde qui crée un nouveau langage de programmation. Mais d'ailleurs, on pourrait se demander, mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir fait un package? Il me semble que avoir vu des packages qui essaient d'ajouter des type systems à R, pourquoi se dire un langage de programmation par-dessus R? Est-ce qu'il y a une raison? Oui, donc je vais être honnête, c'est parce que j'aime les langages de programmation. Et aussi du fait que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'initiatives, pas mal de packages qui ont été créés aussi pour pouvoir typer en fait R. Et c'est vrai que ces approches-là ont l'avantage d'être directement inclus dans l'écosystème de R, mais n'ont pas forcément toute l'aide dont on a besoin. J'ai beaucoup aimé justement le système, comme par exemple de backtrace justement qui se fait dans le groupe du Air Universe, donc qui permet vraiment de pouvoir avoir des trucs vraiment bien en termes de message d'erreur. Mais c'est vrai que j'ai connu aussi des langages comme Haskell ou Rust, ou bien même Rock, comme on pourrait aussi en parler, ou Helm, qui envoient des messages d'erreur vraiment de qualité et on se dit, oh, vraiment trop bien. C'est-à-dire, genre, ça fait, ah, mais t'as fait ça, mais ce serait peut-être mieux si tu fais ça, et tu dis, ah, mais ouais, ça marche. Mhm. Une sorte d'aide un peu avant l'arrivée de l'IA, mais vraiment, c'est le but. Parce que c'est vrai que c'était assez satisfaisant parce que je pouvais maintenant écrire des programmes en Typer, justement, et qu'en fait, on me dise, bah, en fait, il y a une erreur là, avec tel problème, à telle ligne. Et donc, en fait, on arrive à se retrouver très vite. On attrape les erreurs rapidement et on évite ce type de problème. Parce que parfois, c'est ça aussi. Lorsque on n'a pas vraiment ce type de contrôle, c'est qu'on peut écrire un code, on le ship peut-être, et pendant un mois ça va, mais après il y a quelque chose qui casse et on est obligé de relire tout le code pour essayer de trouver où est la petite bête, alors que avec un système de type, ben, il va dire directement, ah non, mais t'as fait une faute là, faut faire ça. Donc ouais, c'est pour ça que je préfère plutôt que ce soit aussi un langage. Alors, Mhm. l'avantage qu'il y a dans un langage, c'est qu'en fait, on peut aussi ajouter des constructions ben, qui ne se trouvaient pas forcément dans R et qui ajoutaient des choses assez intéressantes. C'est comme j'ai mis un petit peu de pattern matching justement dans R. Il y a quelque chose qui pourrait y ressembler avec les switches, mais ouais, donc on pouvait faire un peu plus au niveau du pattern matching. J'ai ajouté des tags aussi que j'ai chopé dans Rock parce que tu m'en avais parlé une fois. Donc ouais, voilà, ça veut dire que là, c'est quelque chose d'assez cool parce qu'on peut vraiment avoir une sorte de laboratoire où on peut expérimenter des nouvelles idées et des choses comme ça. Donc, TypeScript existait déjà. Mhm. Mhm. Mais il y avait aussi, comme par exemple, un autre outil qui s'appelait CoffeeScript qui avait aussi ajouté des choses intéressantes. Quand JavaScript était encore dans sa version pas si cool que ça. Et même aujourd'hui, en fait, on voit que JavaScript a ajouté des fonctionnalités dans CoffeeScript, justement. Donc, Mhm. le genre de choses qui, je trouve, peuvent aider en fait dans la communauté parce que même si dans un accord Air Team, justement, ben, ils ne veulent pas mettre ça, ben, j'aurais déjà fait le crash test, en vrai. Ah ouais, franchement, c'est excellent. Bah, en fait, je vois qu'il y a beaucoup d'avantages à faire des langages de programmation par-dessus plutôt que d'essayer de
tout fixé avec un peu du ruban adhésif que représenteraient les packages. Et bah, je trouve ça plutôt pas mal. Mais d'ailleurs, une petite question dans ce cas qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai entendu bah, Jean-Philippe qui arrêtait pas de dire ah non mais j'aime pas à chaque fois que j'essaie de débugger R en fait il m'indique pas la ligne et le type tracer dont tu as parlé en fait c'est vraiment quelque chose de très intéressant et aussi bah, le fait que on reprend des choses dans Rock et Helm pour avoir un compilateur qui est super sympa avec nous, qui nous aide en nous donnant des indices. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose de compliqué à faire? Dans le sens, qu'est-ce qui t'a inspiré à prendre tous ces exemples-là? Tu aurais pu très bien te dire, bon, en fait, je vais faire une espèce de TypeScript minimum et de juste mettre, allez, juste les types, et après on s'arrête à là, et on rentre à la maison. Ah oui, c'est vrai. Là, je suis mis dos au mur, en vrai. Non, pour dire, ouais, c'est ça, c'est que, en effet, j'aime beaucoup les langages de programmation et je suis vraiment un huge fan des systèmes de type, en vrai. Donc, en fait, si vous ne savez pas, en fait, aujourd'hui, ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on appelle la théorie des ensembles. Donc, c'est là où, en fait, on construit vraiment la plupart des choses. Les symboles et les écritures mathématiques sont plutôt inspirés de ça. Les preuves mathématiques sont inspirées de ça. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres manières de représenter les choses et nous avons la théorie des types qui fait un peu partie de la théorie des constructions. Je vais essayer de rester le plus sans trop partir dans les mathématiques. Mais Mhm. il faut savoir que c'est ce que j'ai trouvé intéressant au niveau des types, c'est que ils existent autant dans la programmation, mais aussi dans les mathématiques, mais aussi dans la philosophie. J'ai vu aussi dans certains masters en philosophie où on utilise vraiment ce concept de type aussi. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut dire dedans. Mais voilà, c'est que au tout début, je faisais un peu de la programmation, un peu comme tout le monde. Je faisais du spaghetti code, je faisais peut-être des mastodontes en termes de fonctions et des trucs dans le genre. Parce que voilà, j'apprenais à coder, j'aimais bien coder, j'écrivais du code, quoi. C'était fun et enjoyable. Mais après, c'est là où j'ai appris justement ben, qu'il y avait des paradigmes de programmation, dont la programmation fonctionnelle, non, orientée objet d'abord, qui a ouvert mon esprit, on va dire, ou à changer ma perspective parce que là maintenant on avait un moyen de pouvoir représenter des choses. C'est plus juste écrire des fonctions, des variables, etc. Non, c'est qu'en fait tu prends une abstraction supplémentaire, tu crées des objets, tu designs des objets, leur interaction et tout ça. Et donc ce qui fait que tu peux créer des mini-programmes qui peuvent travailler là-dedans. Pareil après lorsque j'ai découvert la programmation fonctionnelle, là où j'ai découvert que les fonctions en fait sont plus puissantes que ça et se permettent de faire des constructions, donc tu peux faire des activités complexes en combinant les fonctions. Et donc après, on va dire que le troisième coup de marteau, ben, c'était justement la découverte des types. Donc en fait, on peut avoir des systèmes de types qui sont incroyables. Et c'est extrêmement vaste, hein. Tu peux faire un Pokédex avec. Et donc c'est pour ça que dans... ouais, voilà, j'ai ajouté pas mal de choses que j'ai vues ailleurs. Donc comme on a dit, ben, j'ai piqué de pas mal d'endroits, hein. Donc j'ai pris de chez Rust, de chez Go, de chez Rock, de chez Nîmes. J'avais aussi pris dans un autre endroit, je crois. Même TypeScript, ouais, même TypeScript. Donc, juste pour dire que ouais, j'ai créé en fait, oui, avec le but de pouvoir ajouter un système de type, ben, en fait, j'ai aussi créé un langage que j'aime et je me suis rendu compte du coup que c'est devenu mon langage préféré. Même, je pense que si on regarde dans, ouais, dans mon historique et du dernier, ouais, du dernier tier list, la dernière tier list, voilà, du langage de programmation, ben, en fait, ouais, j'ai mis Typer dans les premiers, parce que j'ai vraiment mis tout ce que j'aime dedans. Mais ça reste quand même très utile et très pratique dans du R. Ah, mais excellent. Bah oui, en tout cas, à entendre la manière dont tu en parles, les type systems, c'est vraiment ton truc. T'es très passionné par ça. Et franchement, oui, je trouve que tout ce que tu as ajouté dans R jusqu'à maintenant, c'est vraiment incroyable. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça par-dessus pour avoir en fait ce système-là. Ça doit être beaucoup de travail en tout cas. Mais on doit quand même annoncer que David et moi, on a dû te freiner un tout petit peu pour éviter que tu commences à rajouter tout ce que tu trouves. Parce que tu étais très 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 enthousiaste et ça on aime beaucoup. Mais c'est vrai que la plupart des fonctionnalités que tu as ajoutées sont vraiment géniales. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé ben, une grande partie de ce que tu as ajouté. Déjà le type system est excellent, mais je voulais savoir, parce que c'est pas ma vidéo, mais plutôt la tienne, quels sont les ajouts que tu trouves les plus cool que tu as fait dans Type R? Si vous pouvez peut-être nous en donner un top 3 ou... Ah, faut pas me lancer. Ah, vraiment, faut pas me lancer. Mais ok. Je pourrais essayer d'en tirer quelques-uns des ajouts justement que j'ai trouvé assez intéressants. Je pense que le premier ajout, c'est ce qui concerne l'Uniform Function Call.
ou l'appel de fonction uniforme, parce que voilà, ça c'est quelque chose que j'avais découvert dans Nîmes et dans Rust, et que je trouve vraiment cool, parce que ça m'a permis en fait de pouvoir lier quelques éléments que j'ai beaucoup appréciés dans la programmation orientée objet à programmation fonctionnelle, parce que ça permet toujours d'avoir en fait une séparation entre les fonctions et les types, mais de pouvoir en fait les appeler comme des membres, comme des membres en fait d'une fonction. Et bien évidemment, j'ai aussi toujours la possibilité d'utiliser un système de piping ou juste appeler la fonction normalement. Donc ça veut dire que là, je suis libre de pouvoir manipuler et créer le tout. Donc ça, c'était vraiment la fonctionnalité que je voulais absolument mettre. Ou sinon, ben, ouais, sinon, ça aurait pas été cool. Après, une autre fonctionnalité, parce que ouais, c'est vrai qu'on pourrait se dire que je serais à fond sur un type, mais en fait, c'est plutôt les fonctionnalités sur les types, justement. Mhm. Et là, le deuxième que je mettrais, je pense que c'est les alias de type, justement. Donc en fait, c'est qu'on pourrait imaginer que dans type R, donc bon, on parle des types de données algébriques, pour simplement dire que quand on parle d'algèbre, c'est qu'on a des types, mais en fait, on peut les combiner pour créer de nouveaux types. Donc c'est ce que je trouve assez cool, on peut faire des combinaisons infinies pour pouvoir en fait créer le tout. Ce qui fait qu'en fait, lorsque on veut essayer de... C'est pour ça que j'ai apprécié les types dans le domaine de la modélisation qui font plus que des classes, en fait. C'est que là, on va se dire, j'ai besoin de ça, ça, ça. Ah, alors comment on va faire ça? Alors, on va peut-être créer un type en faisant ça, en mettant ça et tout ça. Donc, on construit nous-mêmes, en fait, le tout comme des Lego. Et après, ben, ce qui nous permet d'avoir des types assez complexes, comme je pense que certains ont déjà vu dans TypeScript. Mais l'avantage des alias de type, en fait, ça va vous permettre de les caché sous des noms un peu simples, justement. Donc, si je crée une structure un peu complexe pour faire un data frame, etc., ben, j'aurai juste qu'à mettre le nom du type data frame et ce sera juste compté comme la structure complexe. Donc, ça fait une sorte de raccourci et ça nous permet vraiment de pouvoir alors configurer comme un bourrin notre type et avoir des trucs bien, justement. Donc, ça, c'est la fonctionnalité que j'ai pas mal appréciée. Et une autre fonctionnalité, bon après ça c'est plutôt les deux qui vont ex aequo, hein, troisième ensemble, Mhm. malheureusement qui n'est pas encore totalement mis en place justement. C'est la fonctionnalité du type embedding justement et Mhm. l'inférence d'interface justement. Donc dans TypeR, ben, pour l'instant c'est vrai que je l'ai mis un peu en pause mais ça revient bientôt en force. Mais il y a la possibilité de créer des interfaces en disant que pour que tel type puisse fonctionner en tant qu'interface, ben, il doit suivre ces fonctions-là. Et donc, en fait, on n'a plus qu'à créer une interface qui dit tous les types qui ont ce comportement peuvent en fait entrer dedans. Donc là, on n'est plus selon la forme du type ou le contenu du type, mais comment il se comporte. S'il se Mhm. comporte bien, ben, il est pris dedans. Et donc, dans les autres langages, bon, après, je pense que pour les utilisateurs de R, ils connaissent pas, mais les interfaces, c'est plutôt quelque chose qu'on implémente directement, c'est-à-dire on crée l'interface, on dit d'accord, on va maintenant mettre ces fonctions dans l'objet et ça doit être écrit ou stipulé quelque part, mais dans l'inférence, c'est juste que si l'objet a le truc, ben c'est bon, on le laisse passer. Il n'y a pas besoin de penser midi à 14h, le tout se fait automatiquement. Donc ça fait aussi partie des choses que j'aime bien parce que ça rend le truc plus rapide. Ça Mhm. vient de Go et aussi ces autres fonctionnalités qui viennent de Go, ben, bien évidemment, c'est euh, le struct embedding ou le type embedding, mais c'est juste pour dire si j'ai un type et que je mets un autre type en dessous, je peux utiliser un raccourci qui va faire que lorsque j'appelle le type parent, il va directement rediriger vers le type en dessous, ce qui économise encore beaucoup de lignes de code. Donc ouais, ces trois fonctionnalités sont vraiment là pour nous faire taper beaucoup moins, mais tout en restant flexible et sûr en termes de typage. Et après, je peux mettre le dernier qui est bien évidemment ben, ouais, donc, les tableaux multidimensionnels, justement. Mhm. Euh, grâce à ça, on est capable de pouvoir représenter avec des types ben, ouais, donc des tenseurs de une dimension, deux dimensions, trois dimensions, et de pouvoir faire des opérations vraiment typées et protégées là-dessus. Donc peut-être vous pourrez voir mon travail ou les choses que j'ai fait, mais ouais, ça permet vraiment de pouvoir simplifier ce type de choses et même de créer en fait des réseaux de neurones. Parce que là, c'est aussi l'un de mes projets un jour, de créer des réseaux de neurones en fait qui sont totalement typés en termes de leur forme. Je me suis un peu laissé emporter, sorry. Non, non, ça va très bien. J'ai oublié cette histoire de struct embedding, bah, en fait, qui vient de Go, que je n'ai
pour l'instant jamais essayé, mais franchement, ça amène pas mal de capacités. Enfin, lorsque j'imagine ce qu'on peut faire avec, ça a l'air assez énorme. Donc, merci d'en avoir parlé, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, tu as parlé de ton travail de master, donc on laissera un lien en description vers ton travail de master, mais aussi bah, Typer et toute la documentation et les travaux que tu as fait sur Typer. Comme ça, tout le monde pourra aller s'informer sans problème. Mais du coup, maintenant qu'on est toujours sur le type de Typer, je voulais te demander une question. Quel est le futur de Typer pour toi? Donc, tu le vois comment dans le futur? Dans 5 ans? Comment les gens l'utiliseront? Qu'est-ce qu'on fera avec? Oui, alors je vais donner une réponse qui va paraître un peu bizarre vu tout l'amour, l'effort et l'énergie que je porte dessus. C'est vrai que ça me dérangerait pas non plus si le projet, on va dire, foire dans le futur. Mais on va plutôt imaginer ça comme ça, bon, pour les utilisateurs de Vim, si vous connaissez. Mais j'ai découvert l'éditeur de texte Vim qui était assez cool parce que il m'a permis vraiment de gagner beaucoup en productivité et de en fait voir un nouveau paradigme sur la façon dont on peut coder. Donc même jusqu'à ce jour, moi, en fait, j'utilise Vim, bon, NeoVim. Euh, mais tout simplement pour dire que ouais, c'est quelque chose qui a vraiment changé et impacté ma façon en fait de travailler. Donc, ce qui fait que même maintenant, je travaille beaucoup avec des raccourcis clavier. Donc, je navigue vraiment dans mon ordinateur, ce qui fait que peut-être je peux toucher à la souris 10% du temps. Mais ça, c'est vraiment dans les extrêmes, ce qu'on peut voir. Mais voilà, ça veut dire que pour moi, même si, comme par exemple, un jour Vim venait à s'arrêter, ça ne me dérangerait pas. Parce qu'il y a aujourd'hui, en fait, des nouveaux outils, même finalement, dans des outils classiques, comme par exemple VS Code, qui implémentent, en fait, les raccourcis clavier de Vim. Donc, ces raccourcis clavier, ben, restent toujours. Ça veut dire que Vim, en termes d'outils, donc en termes de machines, etc., ben, ouais, de binaire, on pourrait dire, ou d'application, ben, s'il meurt, il n'y a pas vraiment de souci parce que l'idée, le concept derrière, donc ce qui concerne les raccourcis clavier, va toujours persister, quoi. Donc même, je pense que la plupart des nouveaux éditeurs qui sortent, même, continuent d'avoir des raccourcis clavier dans Vim. Même, en fait, il y a des outils qui sont même pas des éditeurs de texte qui ont des raccourcis clavier Vim, juste pour dire que c'est ce qu'il y a de pas mal et de prenants. Donc, Typer dans l'actualité, bien évidemment, on parle du transpilateur. Mais c'est vrai que je pense qu'en m'entendant parler, vous avez compris que l'amour que je porte le plus, c'est dans ce concept qui est un petit peu au-dessus, qui est le système de type de Typer. Et qu'en fait, même si tout d'un coup, ben, on va dire que Typer ben, ne, est peut-être ne devient plus vraiment aussi populaire parce que peut-être la Core Air Team a implémenté ben, voilà, la plupart des choses qu'il y a dans Typer et Typer n'a plus vraiment d'utilité, ou bien même bon, on avait parlé de CoffeeScript, hein. CoffeeScript a disparu à cause de ça. Mais tant que ces idées, tant que ce système de type en fait est préservé en fait et gardé ailleurs, ben, pour moi c'est une victoire. Donc mon but n'est pas forcément de juste créer le tool va révolutionner le tout, mais c'est vraiment d'apporter en fait des idées qui vont rester en fait sur le long terme. Donc pour l'avenir de Typer, ouais, bah, je continuerai toujours de travailler sur le type checker ou les transpilateurs justement jusqu'à ce que ce soit bon ou jusqu'à ce que ben, en fait il aille à s'arrêter. Mais vraiment ce que j'apprécie le plus c'est vraiment de transmettre les idées qu'il y a derrière Typer, le système de type qu'il y a derrière Typer. Waouh! Franchement, ce sont des très sages paroles et ça regarde vraiment très loin dans le futur. Alors, moi, je me serais attendu à, en fait, je vais ajouter ça et ça comme fonctionnalité, tout le monde va l'utiliser, mais là, Ah franchement, non, non, c'est. attends, je vais arriver à cette partie. Non, franchement, bah, excellent. Bah, en tout cas, ça donne beaucoup d'espoir pour l'amélioration de R. Et oui, et ce dont tu as parlé, ça se voit en fait vraiment partout. Par exemple, un exemple qui est bien utilisé dans R, c'est la fonction pipe, enfin l'expression pipe, qui de base était simplement dans Magritter, qui a été utilisée maintenant dans tout le tidyverse et qui maintenant est implémentée dans Base R. Donc, ce sont des idées qui en fait se propagent. Et comme tu le dis, si ça reste, bah, c'est super. En tout cas. Typer, ça m'encourage beaucoup et je trouve que c'est vraiment super. Et bah, ma question suivante, c'est pour toutes les personnes qui sont en train d'écouter, alors pour moi c'est complètement logique et normal, mais pour tous les autres, peut-être c'est pas logique, mais pourquoi avoir choisi R et pas un autre langage? Par exemple, tu aurais pu partir sur Ruby, Python ou quoi que ce soit d'autre. Pourquoi R? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Ah, il y a plusieurs raisons là-dessus, justement. Bon, la première raison, ben, c'est l'influence, bien évidemment. Parce que bon, c'est vrai qu'on est frères jumeaux et je pense qu'on s'est tous les deux influencés. Ouais, bon, on va pas dire dans le mauvais sens, hein, mais on s'est tous les deux boostés, justement, dans la plupart des choses. Et c'est vrai que ben, tu es la personne qui m'a introduit à R, en vrai.
Et donc, c'est là où j'ai pu découvrir R, son écosystème, comment il est, comment il fonctionne. J'ai même pu faire des travaux à l'université, justement, en utilisant R, parce que, voilà, euh, on nous forçait vraiment à utiliser Python. Je dois vous avouer, c'est une horreur. On nous poussait à utiliser Python à ce niveau-là. Principalement, oui, c'est parce que j'ai connu R. J'aimais bien les langages de programmation, j'aimais bien les systèmes de type, et ben, ah bah, comme par hasard, R n'en avait pas. Donc, c'est bien tombé. Parce que voilà, il peut y avoir pas mal de solutions. Ben, Nîmes, en fait, c'est déjà typé. Julia, c'est déjà typé. Python aussi introduit des types int. Et j'ai pas envie de créer un énième langage parce que je sais pas le nombre de langages qui transpilent vers du Python. Mhm. Il y a beaucoup de langages qui transpilent vers du JavaScript. Aussi, spoiler alert, Type R aussi transpile vers du JavaScript dans le futur. Donc, il y a déjà donc, la base de code qui est dedans, mais j'aimerais le rendre plus propre. Mais voilà, donc c'est pour dire que non, R n'avait pas de système de type. Et moi qui étais bah, qui aimais bien justement développer des langages et des systèmes de type, ben, je suis entré dedans. Ah, bah ouais, c'est vraiment excellent. Bah merci en tout cas d'avoir choisi R parce que c'est un langage que j'apprécie énormément et merci d'avoir pris des éléments de langage que j'aimais en dehors de R comme Rock ou Nim parce que ça me donne encore plus envie d'utiliser ton langage. Mais oui, franchement, bah, très bon choix. Super d'avoir choisi ça et assez pragmatique au final. Et bah ça me rappelle, vu que tu me parlais de Python, tu avais fait une petite vidéo qui avait gagné pas mal d'attractions sur notre chaîne YouTube sur pourquoi j'ai quitté Python, puis tu as réenchaîné avec R versus Python et pourquoi tu préférais R par rapport à Python. Je voulais en fait savoir c'est quoi l'histoire derrière toutes ces vidéos-là. Mhm. Oui, ben, c'est pour dire vrai. Peut-être une des premières choses que j'ai dire avant que peut-être Internet commence à s'énerver, à m'incendier. Bon, après, je pense qu'il y aura toujours des insultes, peu importe ce qu'on dit. Mais en fait, tous les langages se valent en réalité. Donc, il y en a beaucoup qui sont pas mal et tout. Bon, même aujourd'hui, ben, parmi les langages préférés, c'est Rust. Et c'est vrai que je sais que la communauté de Rust voue un peu trop d'admiration sur le langage. Il fait que ça peut aussi énerver pas mal de gens et c'est complètement normal, justement, parce que Rust, bien qu'il soit un langage incroyable, n'est pas forcément parfait et je le recommande aussi, il faut pas l'utiliser partout, justement. Il y a des endroits où je vais pas utiliser du Rust, hein. Je n'utilise pas que Rust, j'utilise aussi du R, j'utilise aussi nu shell aussi, qui est pas mal. J'utilise du TypeScript, j'utilise du JavaScript. J'utilise aussi du C Sharp. Donc voilà, c'est juste que il faut savoir en fait faire la part des choses. Mais après, c'est vrai que ceux qui m'avaient le plus énervé au niveau des Python, c'est que bon, déjà, on nous en a fait manger beaucoup trop. À l'université, ils disaient que non, on est agnostique sur les programmes que vous apprenez ou les langages de programmation que vous apprenez. Mais en fait, à la fin, on s'est rendu compte qu'on faisait que du Python. Et même lorsqu'on demandait, ouais, pour ce travail, je peux faire autre chose que du Python, ils disaient non. Bon. Et pour ça, et en plus, bon, Python. Il y a une raison qu'il soit devenu le langage, l'un des langages les plus populaires, hein, même aujourd'hui dans Stack Overflow, il fait partie des langages les plus utilisés. Mais c'est vrai que je trouve sa popularité n'est plus aussi justifiable que, on va dire que par le passé. Bon, après, non, il y a pas mal de raisons parce que euh, il y a la raison, comme par exemple que c'est un langage qui est utilisé partout maintenant. Ce qui fait qu'en fait, même pour trouver du travail, ben, c'est bien de connaître du Python, hein. Donc, je dis pas qu'il faut arrêter d'utiliser Python. C'est aussi, deuxièmement, ben, un langage qui a une énorme communauté et pas mal de documentation et tout. Même les IA, je pense qu'elles sont pas mal entraînées pour pouvoir travailler avec du Python. Mais voilà, après, j'ai plus vraiment du Python en tant que langage ouais, qui pourrait m'intéresser ou m'intriguer. Donc, vous pourrez voir la vidéo dans laquelle j'ai fait ça. Mais moi qui suis un fan de langage, il y a aujourd'hui maintenant beaucoup de fonctionnalités dans les langages qui sont incroyables et que Python n'implémente pas, ou s'il implémente, il implémente mal. Donc je dis que son orienté objet est cassé, son fonctionnel est cassé, certains autres éléments qu'il ajoute sont cassés. Ouais, c'est son système de type aussi. C'était un super effort, mais cassé aussi. Donc il y a pas mal de choses qui me faisaient détester Python et voir qu'il y a des gens qui étaient vraiment à fond dessus. Ça m'ennuyait en disant, mais non, non, il y a beaucoup mieux. R, comme par exemple, approche les choses différemment et j'aime bien ça. J'aime bien en tout cas sa façon d'être. Sa syntaxe peut paraître un peu bizarre au début, mais en fait, il a des constructions vraiment intéressantes. Donc, c'est pour ça que je trouve que peut-être on accorde beaucoup trop de crédit à Python, et ça, c'est normal, hein, parce que comme on l'a dit, dans le domaine de la data science, ben, Python est dedans, mais il a aussi des fonctionnalités qui lui permettent de travailler ailleurs, justement.
ce qui le rend vraiment très versatile. Et je pense que R aussi a la capacité de devenir versatile et il y a pas mal d'initiatives et pas mal de choses qui sont faites dedans, notamment. J'ai beaucoup aimé, j'avais testé récemment Ambiorix, justement, de Cohen, et franchement, c'est incroyable, justement. J'ai beaucoup apprécié la façon dont ça fait parce que c'est vraiment la même chose, presque, ouais, presque quasi la même chose que de Express.js, justement. Donc j'aimerais bien aussi que dans le futur, ben, à partir de R, ben, on puisse vraiment développer des applications ou autre chose peut-être qui sort un petit peu du cadre des data science, bon, tout en restant bien évidemment ancré dedans. Parce que c'est ce qui fait que parfois il peut y avoir des utilisateurs qui arrêtent, c'est-à-dire ils font du R, mais quand ils se rendent compte qu'ils doivent publier leur travail ou qu'ils doivent développer sur autre chose, peut-être se lancer dans un nouveau domaine, ben, ils se rendent compte que Python offre plus d'options et ouais, d'opportunités. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de partir ailleurs, tout doit se trouver à la maison, en tout cas. Ouais, bah merci pour cet avis qui est assez intéressant et surtout enfin expliquer en fait l'idée derrière la vidéo de R versus Python ou simplement pourquoi tu as quitté Python. C'était des mots un peu provocateurs mais derrière il y avait quand même une idée et qui ne tombait pas juste de n'importe où. On sait souvent qu'il y a des haters partout et des gens qui n'aiment pas forcément certaines choses. Mais toi, ça vient vraiment d'une histoire et d'une façon de parler. Et en plus, tu ne dis pas que Python est mauvais. Ce que tu dis, c'est qu'il a tendance à être hypé. Avis que je partage avec toi, même si je reconnais l'avantage du langage. Mais moi, j'ai plus un problème avec les utilisateurs que le langage en tant que tel. Parce que enfin, c'est comme en ce moment avec l'intelligence artificielle. Les modèles sont intéressants si on reconnaît leurs limites. Mais la manière dont les utilisateurs en parlent ou on essaie de le revendre ne correspond pas du tout à la réalité, ce qui pose assez de problèmes. Et on a un biais de popularité, mais ça, ce sera pour un prochain sujet de blog. En tout cas, tes vidéos seront en description, donc merci d'en avoir parlé. Et en fait, tu avais parlé aussi d'une autre chose, c'est que tu as parlé d'autres langages de programmation, que tu faisais aussi des tier lists de langages de programmation, donc tu es assez polyglotte de manière générale. Et je voulais savoir, qu'est-ce que ça t'a amené de maîtriser autant de langages de programmation, lesquels tu apprécies le plus. Bon, tu nous diras ça plus lorsque tu feras ta future tier list que tout le monde attend avec impatience. Mais du coup, qu'est-ce que tu as appris cette année? Quelles sont tes surprises? Tu m'avais parlé par exemple du langage Glim pendant un moment. Je ne sais pas si tu t'es lancé dessus depuis. Quoi de neuf? Oui, ouais, donc bien évidemment, je pense que ça, je peux pas le cacher. C'est vrai que j'apprécie le langage de programmation et j'aime toujours regarder ce qu'il y a ailleurs. Mais après, c'est vrai à dire maîtriser ou polyglotte, ce serait peut-être un petit peu gros pour moi. Parce que bon, j'ai quand même un peu, on va dire, mes bases. Mais c'est vrai que c'est l'avantage lorsque on manipule différents langages de programmation, c'est que finalement, on connaît à peu près ben, des principes de programmation. Et on finit par, en fait, ne plus s'intéresser spécifiquement à un langage, mais à aller en fait dans des degrés un petit peu plus élevés. Donc pour moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse maintenant beaucoup, et c'est ce qui est un peu étrange, c'est plus vraiment, ouais, c'est soit des choses extrêmement spécifiques, ou soit des choses extrêmement larges, justement. Donc je suis plutôt intéressé comme par exemple sur les principes de programmation, donc on connaît les principes solides, on connaît aussi ben, les design patterns qui ont été créés, on connaît aussi les concepts de clean code, tout ça donc qui sont un peu plus agnostiques au langage de programmation. J'aime bien aussi les paradigmes de programmation. Donc, comme par exemple, j'aime bien aussi le domaine driven design, j'aime bien le test driven design, j'aime bien le data oriented architecture. Donc, tout un tas de choses qui, voilà, sont des concepts en tant que tels. Mais en plus de ça, j'aime aussi l'aspect plus spécifique au langage. On pourrait dire, comme par exemple, je dis, ah, mais ce langage-là, comment il fait telle chose, ce langage-là, comment il fait telle autre chose. Notamment, ben, j'apprécie, ouais, j'ai beaucoup apprécié certains langages hein, comme Nim. Euh, donc, j'avais entendu parler de Nim, j'ai trouvé les idées assez cool et c'est toi qui t'es lancé dedans, hein, fait des découvertes assez incroyables et pour lesquelles en fait, ouais, j'étais assez fan. Et c'est vrai que c'est assez cool, juste aller regarder ailleurs, regarder d'autres langages, comment ils font les choses, comment ils pensent les choses. C'est aussi cool parce que c'est aussi ce qui m'a permis de construire en fait le langage, enfin, Typer, justement, parce que j'ai pu découvrir ce que j'aime, ce que j'aimais moins, ce que j'apprécie, ce que j'appréciais moins. Ouais, après, dans la liste de mes langages préférés, c'est quelque chose que je pourrais dire un peu spécial, parce que ça veut pas forcément dire que j'aime un langage que je vais forcément l'utiliser. C'est un peu bizarre. Mais notamment, ben, Nim.
j'ai beaucoup apprécié Nîmes, justement, dans sa façon d'être, dans sa façon de construire les choses, mais c'est vrai que j'ai seulement écrit peut-être quelques scripts et regardé un de tes projets aussi écrits en Nîmes. Mais voilà, je ne suis pas allé à fond dessus, justement. Il y aurait aussi notamment Kotlin, pour lesquels aussi j'ai écrit quelques programmes, etc., mais pour lesquels je ne suis pas allé encore en profondeur, hein. Il y en a un que j'utilise un petit peu plus Dart, que je trouve un peu moins bien que Kotlin, pour dire vrai, mais qui en fait a plus d'applications parce que je peux développer sur plusieurs plateformes dessus. Donc c'est juste que j'apprécie le langage en tant que langage, mais après c'est vrai qu'il y a aussi ben, l'utile et l'agréable. Et la partie utile, ben, c'est de pouvoir aussi développer et shipper du code. C'est pour ça que, ouais, en termes de langage, dans l'actualité, il y en a encore un autre. Oui, Go comme par exemple. Celui-là Mhm. aussi, j'ai aussi, en fait, la plupart des langages donc, que j'ai appréciés, j'ai volé leurs idées. Mais du coup, Go, je l'ai apprécié aussi parce que, voilà, il avait des idées vraiment intéressantes. Mais en termes général, il a d'autres idées que j'ai pas trop appréciées. Donc, notamment, bon, on peut pas vraiment faire de la programmation fonctionnelle dessus. Et j'ai trouvé un petit peu trop vertical en termes d'écriture et tout. Donc, et un peu trop simple en termes de système de type. Mais sinon, pour le reste, franchement, il est incroyable. Il est génial dans la chose qu'il doit faire. Les Go routines, c'est une merveille. Donc, tout ça pour dire que, ouais, ça veut dire que c'est ce que j'apprécie aussi dans l'évolution des langages qu'on voit à peu près aujourd'hui. C'est qu'au tout début, on avait des langages qui étaient un petit peu plus domaine spécifique, un petit peu plus sur une architecture spécifique. Et après est venu l'avènement des langages plus généraux, justement, donc qui ont une base un peu plus générale. Et après, c'est vrai qu'il y avait cette course à créer le langage, en fait, qui va réussir à dominer les autres, quoi. Le langage général qui sera le meilleur. Et donc, si aujourd'hui, il n'y en a toujours pas un, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas possible. On peut pas vraiment avoir un langage qui est bon partout. Et c'est pour ça que maintenant, on voit plutôt l'arrivée de ces langages qui sont un peu plus spécifiques à un domaine. Notamment, R a bien tenu parce que voilà, hein, il était très bien ancré dans les statistiques, donc il peut faire plus de choses aujourd'hui, mais on sait que si on veut faire des statistiques, R, il est bien. Ils ont aussi ben, Python, bon, qui lui, bon, c'est plutôt au niveau de sa syntaxe qui est assez simple. Et en termes d'algorithme, il est vraiment cool. Et ouais, même comme par exemple Rust qui est sorti, ben, lui, il avait vraiment ce but opinionné que ça doit être vraiment rapide et type safe. Bon, après, en termes de complexité de learning curve, ça peut être compliqué, mais ils nous ont ça. Go aussi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il est vraiment entré dans la simplicité, dans la vitesse. Et il l'a très bien fait. Mhm. Donc, juste pour dire que c'est vrai que c'est vraiment l'intérêt qu'il y a dans les langages. C'est que vaut mieux plutôt prendre plusieurs langages qui sont vraiment très bons dans leur domaine plutôt que de prendre vraiment, de s'accrocher à un seul langage. Parce que déjà, nous-mêmes, on va pas apprendre beaucoup de choses. Mais en plus de cela, ben, on va galérer pour certaines choses si nous sortons un petit peu du cadre. Donc, c'est pour ça que je recommande vraiment aux gens de ne pas avoir seulement qu'un seul langage, mais d'en prendre plusieurs. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre que des langages sur les data science, hein. Donc, si vous avez Python ou si vous avez R, vous n'êtes pas obligé d'aller apprendre un autre ou de forcément aller sur Julia. Ça dépend en fait de ce que vous voulez spécifiquement, parce que bien évidemment, il y a des choses que Python fera mieux que R dans les data science, Julia fera mieux que Python ou R fera mieux que Julia. Donc, c'est exactement selon les domaines dont vous avez besoin. Mais si, comme par exemple, vous avez besoin de vous lancer dans du web dev, ben, pourquoi pas apprendre du JavaScript, notamment. Ou si vous voulez vous lancer dans des applications logicielles, ben, on peut prendre du Dart ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir essayer de prendre plutôt le langage qui correspond à votre besoin spécifique aussi. Donc voilà. Mhm. Ça, ce sont des très sages paroles. Ça me rappelle aussi l'auteur de Exercisme, je ne sais pas si tu te souviens de ce site, qui Mhm. a 80 langages de programmation. Enfin, il y a un peu de tout et de n'importe quoi à l'intérieur. On a aussi du BQN, je crois, ou de l'ADA, ou des langages que pratiquement plus personne n'utilise. Et en fait, il avait fait une présentation pour dire que, bah, en fait, les langages de programmation, ils sont bien, il faut les tester. Même si vous n'en avez pas à en avoir besoin, et ça correspond énormément à ce que tu disais, il y a plein de langages que tu aimes, mais que finalement que tu vas pas utiliser simplement pour apprendre, voir comment ils fonctionnent. Et ouais, le fait de pas devenir, moi je ne suis que cet utilisateur de langage parce que ça réduit la croissance. Donc je vois beaucoup d'écho avec ce que tu disais. Alors peut-être aussi pour donner un autre exemple, et ça c'est pas mal que tu abordes justement ben, ce concept des langages ésotériques, mais c'est vrai que la langue fait partie vraiment ben, d'un aspect intéressant chez l'être humain et que, Mhm.
même pour beaucoup, en fait, peut prendre des valeurs spirituelles, vraiment. Mais c'est parce que j'ai discuté l'autre jour avec mon père ben, du fait qu'on disait que c'est marrant qu'avec la langue ou les langages humains, donc là, parce qu'on parle des langages formels, là où on peut parler des langages de programmation, des langages de code, etc., ou des mathématiques, des langages plutôt naturels, donc ils sont non formels. Mais qu'un langage est capable de porter du sens et de pouvoir décrire des choses. Et que les langages humains, comme par exemple, on est capable de décrire ce qui est et décrire ce qui n'est pas ou en inventant des mensonges, quoi. Donc, Mhm. marrant. Rien qu'avec la langue, je peux très bien dire que euh, un cheval danse furieusement une fleur. Bon, grammaticalement, c'est correct, mais ça arrive rien dire en termes de sens. Mais voilà, c'est la beauté de la langue dans le fait qu'on puisse changer en termes ouais, donc changer en fait en termes d'expression aussi. Parce que même Mhm. souvent, on dit que c'est grâce à la langue qu'on peut aussi penser. J'avais vu aussi une fois un TED Talk qui parlait d'une société, une population qui se trouvait en Australie qui, eux, dans leur langage, en fait, souvent disaient, ouais, lorsqu'ils se saluent, ils disent bonjour, je viens du nord, de l'est, des trucs dans le genre. Et en fait, dans leur langue, ils ont beaucoup d'informations géographiques. Ce qui fait qu'en fait, lorsque on regarde cette population, ils arrivent toujours à s'orienter. C'est comme quoi, en fait, la langue peut changer, en fait, notre façon de penser et tout simplement même porter une influence. Rien que Mhm. le fait que nous, on se parle en ce moment, ben, on porte une influence. C'est aussi pareil au niveau des langages de programmation. C'est parce qu'ils font aussi en sorte à ce qu'on change un peu notre façon de penser, notre paradigme. Donc, c'est pour ça, oui, c'est vrai que rester que sur un seul langage, on reste assez pauvre dans notre façon de penser les problèmes, résoudre les problèmes ou accomplir les choses. Donc, c'est vrai qu'il y a cette variété, même comme tu parlais des langages ésotériques, bah ouais, apprendre le brain F, comme par exemple, ça peut aussi être intéressant à essayer parce que là, on se dit, ah, mais en fait, il y a une autre façon de faire la chose dans laquelle je n'avais pas du tout pensé. Donc, c'est vrai, faut continuer à apprendre des langages et il faut continuer à rester ouvert à ce niveau-là parce que vraiment, la langue, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, c'est vrai. Après, nous, c'est un peu différent parce qu'on est très curieux sur ce genre de choses. On apprécie vraiment découvrir. Mais après, quand je parle à des gens, par exemple, qui ont tendance à me dire, ouais, mais moi, je veux faire que du Python, c'est plutôt une approche pragmatique dans le sens, bon, bah, c'est là où il y a du job. Enfin, à voir encore dans les prochaines années. Mais oui, c'est vrai que si, en tout cas, vous êtes ouvert d'esprit à aller regarder d'autres langages. Et c'est très bien ce que tu dis. Ben, d'ailleurs, j'avais deux dernières questions pour toi. Donc, la première, c'était de savoir, bah, tu m'as parlé des langues, de manière dont elles influencent les choses, et je me souviens que pendant un temps, ce qu'on disait sur l'intelligence artificielle, ah ah, on revient dessus, c'est le fait que lorsqu'on aura des systèmes d'intelligence artificielle meilleurs, donc on ne sait pas si ce sera des LLMs ou quoi que ce soit d'autre, eh bien en fait on pourra juste programmer avec de la langue humaine. Ils ont dit que English will be the new programming language. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce genre d'application, toi qui es plutôt ouvert et a des connaissances en fait sur la sémantique des langages? Mhm. Oui, alors, ça c'est ce que je trouve assez intéressant, mais c'est vrai que nous avons les langages, comme j'avais dit, formels et non formels, hein, donc les langages naturels et les langages formels, et que c'est vrai que les IA ont maintenant la capacité de vraiment de créer des choses assez intéressantes, et par même en fait une bonne manipulation de notre langage, on est capable même de pouvoir gérer au niveau du code, mais c'est vrai que l'un des soucis qu'on peut avoir au niveau des IA, ben, c'est que ce sont des outils aussi plus prédictifs, plus stochastiques, en vrai, en termes de prédictivité, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas, comme on appellerait, j'ai oublié le terme qu'on disait ça justement. Le terme m'échappe, mais ouais, prédictible, ouais, non pas prédictible, il y a pas de consistance, voilà, pas de consistance. Mhm, C'est-à-dire que ouais, si on place deux fois la même requête, en fait, on tombera pas sur les mêmes résultats, justement. mhm, Il va qu'en fait, il suffirait qu'on tombe sur le mauvais jour ou sur la mauvaise seconde ou sur le mauvais moment, justement. Et en fait, l'IA pourrait nous retourner des résultats de qualité qui pourraient varier, en fait, selon ton problème. Surtout que l'un des soucis qu'on a aussi ben, avec les IA, c'est le niveau de contexte. Aujourd'hui, on a quand même fait beaucoup d'efforts, hein, parce que maintenant, les IA sont capables de pouvoir lire et comprendre notre base de code. Mais encore une fois, lire et comprendre une base de code, si la base de code peut être assez bien écrite, on pourrait dire. Est-ce qu'en fait, c'est pas simplement juste, je dis, je fais quelque chose avec une IA, non. C'est que je communique avec l'IA. Les choses que mhm. je donne vont aussi
influencer les choses qu'elle va me retourner en tant que telle. Mhm. Les choses que je reçois vont aussi influencer ben, les retours que je vais lui donner à ce niveau-là. Donc c'est toujours un débat et un dialogue. Et c'est vrai que être capable de bien dialoguer avec une IA, je pense que c'est en tout cas une capacité qui peut être vraiment bien à avoir. Mais le fait que de dire que nous pourrons en fait tout faire avec une IA, ouais, c'est trop pauvre en termes d'utiliser uniquement la langue humaine, justement, parce qu'on n'est pas assez forcément précis. Euh, et oui, en tant que tel, on n'arriverait pas à créer quelque chose de forcément correct. Bon, après, il y aurait quelque chose qu'on puisse faire, hein. Bien évidemment, comme j'ai dit, c'est toujours le contexte et lui donner le plus d'informations possible pour qu'elle puisse générer les meilleures infos, mais il ne faudra pas penser qu'elle pourra générer forcément la meilleure application avec une ligne de code. Il y a toujours l'aspect maintenance. Parce que voilà, du code, ou un programme ou un projet, c'est pas juste quelque chose de mort. Il y a aussi cet aspect humain où on doit le faire évoluer, on doit le maintenir. Et c'est vrai que même pendant que j'étais en train de travailler sur Typer, ben, il y avait une partie de mon code, c'était un type justement qui émulait justement ben, un réseau de graphes que j'ai vibe codé, donc que j'ai demandé justement, je crois que c'était Claude que j'ai demandé justement de pouvoir écrire. Donc il a réussi à créer quelque chose qui a marché assez bien, mais après sur le long terme, ça a commencé à se casser progressivement là-dessus parce que voilà, c'est quelque chose que j'avais fait écrire par l'IA et qui a utilisé en fait un style de programmation qui n'était pas dans le contexte de mon programme. Ce qui fait qu'en fait, il donnait aussi des trucs qui étaient un peu imprévisibles, des trucs qui étaient un peu bizarres, et à maintenir, c'était horrible. J'ai dû le Mhm. réécrire à zéro. Donc, moi, je dirais que c'est vrai que c'est très difficile de créer du code maintenable avec les IA. Euh, je pense que ça aide toujours, hein, parce qu'on gagne en vitesse. Parce qu'il y a quand même aussi une partie que j'ai pas codée, hein, comme par exemple, c'était sur ben, l'interface en ligne de commande de Typer, hein. Donc, je prends la page et je lui dis, ouais, est-ce que tu peux ajouter ça, ça? Il le fait très bien. Donc, ça, c'est cool. Mais après, pour des choses plus complexes, là, c'est un peu plus compliqué à faire. Donc, même, je crois qu'il y avait sorti justement des surveilles qui parlaient de ça, ben, du fait qu'il y a, ben, pour les développeurs expérimentés, ben, en fait, ça les ralentit, en vrai. Donc, ça dépend vraiment du type de programme qu'on veut faire ou des types de choses qu'on peut faire. Donc, on ne peut pas dire que l'IA va du tout au tout nous aider. Et je pense que l'IA vraiment nous fait gagner du temps et nous permet en fait de gagner beaucoup, mais ça dépend en fait du domaine, ça dépend du niveau. Donc, je pense que l'IA a quand même sa place, mais faut vraiment en fait mettre un contexte ou mettre, comment dit-on, oui, un contexte dans lequel en fait l'IA peut vraiment être optimisée et peut vraiment bien marcher. C'est mon avis. Bah, du coup, on retourne à cette idée de context engineering. Mais Mhm. franchement, très intéressant d'avoir ton point de vue sur cette question. Et d'ailleurs, on mettra les liens bah, justement des études dont tu as parlé en description. Et c'est un avis que je partage également, dans le sens que oui, il n'y a pas de ça marche ou ça marche pas. Il faut regarder en fait au cas par cas. Et du coup, ma dernière question, donc, est-ce que tu aurais un conseil pour toutes les personnes qui aimeraient, comme toi, créer un langage de programmation ou s'intéresser comme toi à tout ce que tu es en train de faire, donc tous ces langages, la sémantique, etc. Et bien sûr, plus tard, si tu en envie, on pourra mettre des ressources en bas pour que tu puisses les partager à tout le monde. Donc, des petits conseils? Ah, les petits conseils alors, pour dire vrai, écrire un langage de programmation, c'est pas aussi compliqué qu'on le pense. On pourrait plutôt dire ça peut être long, mais c'est pas forcément totalement compliqué. Euh, c'est avoir aussi des bases de mathématiques et de la construction des langages de programmation, c'est pas forcément nécessaire, mais ça aide beaucoup en tant que tel, parce que ça nous permet vraiment d'avoir fait même finalement des éléments plus contextuels et plus, comment dit-on, plus carrés dans la façon dont on construit le langage, ce qui fait qu'on n'aura pas beaucoup de debugging à faire. Mais en tant que tel, oui, on peut construire un langage. Après, autre conseil, c'est que si vous voulez vraiment créer un nouveau langage, c'est plutôt de commencer petit. Donc, écrivez vraiment quelque chose de tout petit et augmentez ses fonctionnalités progressivement, justement. Donc, c'est l'une des erreurs que j'ai fait parce que je me rends compte, comme par exemple avec Typer, dans l'actualité, ce que vous voyez d'utilisable, en fait, c'est pas tout ce que j'ai implémenté, parce qu'il y en a d'autres qui existent aussi, mais qui sont encore assez instables. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez les utiliser, mais je les ai pas mis dans la documentation, comme ça, vous y touchez pas. Mais comme ça, donc, il y a encore des fonctionnalités qui sont pas encore tout à fait stables. Donc, le mieux, c'est vraiment de prendre quelque chose, de le rendre stable,
de le rendre bien ensuite après, de passer à l'étape suivante pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc aussi, bien évidemment, ben, ça amènera aussi ben, la notion de refactoring. Apprenez à si bien refactorer pour pouvoir faire ça. Essayez toujours de garder ben, votre code clean, hein. Bon, c'est comme en fait dans n'importe quel programme en tant que tel. Moi, comme on a dit tout à l'heure, ben, s'intéresser au langage de programmation, voir aussi ben, ce qu'il y a ailleurs, hein. Ça vous permet aussi de pouvoir designer parce que j'avoue avouer que c'est vraiment cool de se dire, ok, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Ah, j'aime bien ça dans ce langage-là, je mets ensemble. Donc, il y a, je pense que si vous créez un langage, vous allez vraiment apprécier ça, justement. Et après, bien évidemment, ne pas avoir peur de faire des erreurs, bien sûr. Vous ferez des erreurs, vous cognerez et tout, mais n'ayez pas peur. C'est vraiment quelque chose d'enjoyable. Donc, ouais, il y aura encore plein d'autres mini-conseils, mais je pense qu'on peut s'arrêter là, à ce niveau-là. Mais peut-être qu'une fois, je devrais peut-être sortir du contenu, soit sur des vidéos, soit sortir un livre justement sur la rédaction de langage de programmation. Bien que je sais que aujourd'hui, pourquoi créer un énième langage de programmation? Ça dépend. Ça dépend. Ça peut être un domaine spécifique language, comme on pourrait dire. Et voilà. Ouais, franchement, trop cool. Bah, si tu sens un livre comme ça, je serai le premier à le lire, donc j'attends avec impatience sa sortie. En tout Merci. cas, bah, je te remercie beaucoup pour bah, cette interview. C'était vraiment super. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'entendre et à parler parce que c'est toujours fascinant la manière dont tu vois les choses et j'apprends toujours à chaque fois. Et donc aujourd'hui, je pense que je vais me coucher beaucoup moins bête. En tout cas, merci pour ça. On va mettre tous les liens et toutes les ressources dont tu as parlé en description, donc sur Typer, etc. On mettra aussi tes contacts pour toutes les personnes qui aimeraient te contacter au sujet de Typer. Et est-ce que tu voudrais dire un dernier petit mot avant qu'on se quitte? Oui, ben, que Dieu vous bénisse en tout cas, hein, parce que c'était vraiment cool. Merci, Festin, pour cette interview et tout, hein. Merci pour les questions posées, parce que je sais que toi, tu arrives toujours à trouver le point qui fait parler les gens, hein. Je sais pas comment tu fais ça, hein, mais vraiment, c'était vraiment bien. C'était incroyable. Merci. Ah, super. Bah, franchement, super. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, on se revoit dans de prochaines vidéos. Et en attendant de se revoir prochainement, bah, portez-vous bien et à bientôt.